Commentaire. Platon. Le Théétète et le Phédon. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. De toutes les idées reçues dont on accable le philosophe, l'image d'un homme inapte aux nécessités de la vie courante est certainement la plus répandue. Ce qu'on dit en général, c'est que celui qui pense ne fait rien. Il est vrai que la réflexion n'est pas vraiment lucrative et que les concepts ne sont pas comestibles. Mais le philosophe, tête en l'air, est vraiment un marginal, un excentrique, dont les divagations sont mal vues de tous ceux qui se flattent d'avoir les pieds sur terre ou de mettre la main à la pâte. Le philosophe, c'est un poids mort dans la vie active, car c'est un moine sans Dieu, soucieux des choses que les autres ne voient pas. Non seulement donc la philosophie ne sert à rien, mais elle fait même pire que ça, puisqu'elle se demande à quoi ça sert de servir à quelque chose. Le philosophe, et Socrate en particulier, est surtout la mauvaise conscience des hommes qui, parce qu'ils n'ont rien approfondi, sont convaincus de ce qu'ils pensent et négligent, à la fin d'une vérité, d'envisager la vérité opposée. Bref, le philosophe, c'est un anticonformiste que ses ailes de géant empêchent de marcher au pas. Et s'il faut se moquer de lui, c'est qu'il se moque du monde, l'animal. Dans l'Athènes du IVe siècle avant notre ère, la haine et la jalousie ont le droit pour elles, puisque Socrate est condamné à mort par des juges imbéciles chargés de couper les têtes qui dépassent. Socrate, martyr en chef de la sottise humaine. Le maître de Platon boit la ciguë. Plus tard, Giordano Bruno passera au bûcher. Galilée sera contraint d'abjurer, Spinoza excommunié. Tandis qu'à chaque fois, Monsieur Homais, le roi des cons, se verra fièrement remettre la croix d'honneur. Comme dit Nietzsche, la morale consiste aussi à protéger les forts contre les faibles. Socrate meurt donc sans ciller, après avoir vécu sans se plaindre, 432 ans avant la crucifixion du Christ, à l'âge de 71 ans. À toute chose malheur est bon, puisque la philosophie de Platon, qui alors a 28 ans, est née de cette mort. On peut même dire que la métaphysique a surgi tout entière du premier procès stalinien. L'accusé Socrate n'était pas n'importe qui. En fait, c'était même plutôt tout le monde à la fois, contempteur de la démocratie, penseur totalitaire de la cité parfaite, amoureux à son corps défendant, éducateur, corrupteur, amateur misogyne de jeunes garçons, savant qui se sait ignorant, seul homme à jeun dans l'ébriété collective, esprit sublime sous une enveloppe grotesque, rhéteur, ironiste, orateur, plaideur, accoucheur, manipulateur, affabulateur, sophiste antisophiste ou sceptique omniscient. Le Socrate de Platon n'est pas seulement un moustique génial qui vous empêche de dormir, c'est aussi un caméléon, venimeux parfois. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Paul Mathias, qui enseigne la philosophie en Cagne au lycée Henri IV, et qui a écrit notamment sur Plotin, Montaigne, Kant, Nietzsche et Internet, et en compagnie de Martine Lucchesi, qui a dirigé le volume sur le remords dans la collection Autrement, et qui est professeur en Cagne au lycée Fénelon, que Commentaire évoquera le cas Socrate, à partir de 2 dialogues platoniciens. Le Théétète d'abord, dans lequel Socrate décrit à travers la figure de Thalès la condition du philosophe et compare son métier à celui des sages-femmes, puis le Phédon, dans lequel Platon raconte, sans y avoir assisté, la mort exemplaire de son maître. À Thalès, qui, occupé à mesurer le cours des astres et regardant en l'air, était tombé dans un puits, une servante Thrace fit cette plaisanterie, parfaitement dans la note et bien tournée, que, dans son ardeur à savoir ce qu'il y a dans le ciel, il ignorait ce qu'il avait devant lui, même à ses pieds. La même plaisanterie continue d'être bonne pour tous ceux qui passent leur vie dans la quête du savoir.
Théétète, Platon décrit Thalès qui, la tête dans les étoiles, probablement occupé à mesurer la distance qui les sépare, eh bien ne voit pas ce qui se passe à ses pieds et tombe dans le puits. Cette parabole, ce mythe, a une postérité considérable, puisque encore aujourd'hui on tient finalement le philosophe pour un être certes de chair, mais qui a plutôt tendance à l'oublier et à se réfugier dans un univers idéal, spirituel, oiseux, vaporeux, éthéré. Mais le paradoxe, c'est que dans le Théétète, Platon revendique cette posture du philosophe inapte aux choses de la vie quotidienne et au contraire souverain dans les affaires de l'esprit. Comment est-ce que vous pouvez dire à la lumière de ce passage qu'en définitive, seul le philosophe est vraiment de ce monde? Il n'y a pas de contradiction entre sa maladresse et le fait qu'il soit présent au monde, car on peut se demander si ceux qui sont affairés, si ceux qui sont habiles, si ceux qui sont bien campés sur leurs deux jambes dans la réalité peuvent témoigner du fait qu'il y a un monde. Martine Lucchesi. L'idée de l'âme comme ce qui est en exil, nous pouvons aussi l'appréhender comme ce qui permet de donner de la profondeur. Vous voulez dire en exil sur Terre? Oui, c'est justement l'idée de l'exil. Il y a bien quelque chose en nous qui n'est pas de ce monde, et grâce à quoi, justement, le monde peut se manifester dans son être. Autrement dit, c'est le philosophe qui, comme il est décrit dans le Théétète, est incapable de plaider une affaire, incapable d'assaisonner un plat, incapable de faire son lit, incapable de toutes ces tâches qui occupent les esclaves, dit Platon. Donc c'est le philosophe incapable de ça, qui connaît le monde mieux que celui qui met la main à la pâte. Cette idée que le savant est une sorte d'hurluberlu, est une sorte de distrait, est une idée qui va traverser l'histoire de la pensée. Paul Mathias. C'est une manière anecdotique de dire qu'il y a deux façons de se préoccuper des choses. Il y a une façon idéaliste, peut-être éthérée, de se préoccuper des choses, et puis il y a une façon terre-à-terre, si l'on veut, mais pourquoi dire terre-à-terre et ne pas dire tout simplement empiriste? Il y a une façon de se préoccuper des choses qui est de s'intéresser à l'heure ici et à l'heure maintenant. Platon, en rendant comique le personnage de Thalès, ou en tout cas l'anecdote de sa chute dans le puits, fait voir ces deux choses. Que la question du savoir peut, et selon Platon, doit être la question des étangs en général, doit être la question au-delà des étangs de l'intelligible, mais fait voir aussi que une manière de penser la réalité, c'est aussi de se préoccuper des choses, de leur présence mondaine, et l'on risque d'être comique, l'on risque d'être ridicule si on fait l'impasse sur cette dimension de leur être. Le personnage de Thalès est un personnage donc dont il faut retenir une double leçon. D'abord évidemment une leçon platonicienne. Après tout, si Thalès est tombé au fond du puits, peut-être aussi est-ce une meilleure façon d'observer les étoiles. Être au fond du puits, être dans le noir du fond du puits laisse une ouverture très précisément circonscrite vers le ciel. Et après tout, peut-être voit-on mieux et distingue-t-on mieux les étoiles du fond obscur du puits qu'à la lumière même des lanternes. Et il y a une autre leçon, mais celle-ci pas très platonicienne, celle-ci qui sera reprise par la tradition. On trouvera la chose par exemple chez Montaigne. Cette tradition, c'est le nigo-philosophe. Cette tradition, c'est pourquoi pas alors que la vraie philosophie est du côté d'un certain empirisme, est du côté d'un certain sensualisme, est du côté d'un certain ici et maintenant de l'existence. Mais ça, on ne peut pas le tirer de la lettre du texte platonicien. Absolument pas. Ah, voilà. Puisque le texte platonicien donc oppose ces deux figures. Celui de l'homme, en gros, le sophiste,
celui qui est polyvalent, celui qui est habile aux choses de l'ici et du maintenant, aux choses pratiques, et puis le philosophe qui, dans ces choses de la vie quotidienne, est incompétent, et dont la véritable compétence, dont le vrai savoir se révèle dès qu'il s'agit des choses sérieuses et véritablement existantes, c'est-à-dire les idées, le ciel des idées, et en tout cas la compréhension abstraite de la réalité que nous avons sous les yeux ou sous les mains. Je pense qu'il n'est pas exclusif. On peut à la fois mettre la main à la pâte et percevoir le monde dans sa manifestation. Je pense que c'est une vision un peu radicale, c'est un petit peu opposé. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être dans le monde et d'être présent au monde. Mais enfin, le philosophe tombe quand même dans le puits. Oui, mais c'est pour la servante Thrace qu'il tombe dans le puits. C'est pour elle, il l'avait pas vu, il est tombé, il savait pas qu'elle était là, il savait pas qu'il y avait un puits ni une servante. L'instant d'après, il se retrouve au fond d'un puits avec une servante qui rigole. Précisément, parce que la servante ne peut pas comprendre l'activité du philosophe. Sa différence est risible. Pour la servante Thrace, il est tout à fait naturel que les philosophes tombent dans les puits, il est tout à fait naturel que les chats miaulent, il est tout à fait naturel qu'il y ait un naturel philosophique, qu'il y ait un être philosophique, un être du philosophe. Comme si parmi les hommes, certains étaient philosophes par nature, et d'autres, heureusement pour eux d'ailleurs, ne l'étaient pas, étaient tout à fait normaux. Cette différence du philosophe est risible, mais elle suppose que le philosophe naît philosophe. Or, justement, on ne naît pas philosophe, on le devient. Et on le devient par le fait d'une activité. Cette activité est la philosophie. Or, douter de cette activité de la philosophie, c'est le propre de tous ceux qui ne sont pas philosophes. Et pour les convaincre, il n'y a qu'une solution, et c'est celle que choisit Platon, c'est de montrer les effets que produit sur le philosophe lui-même la philosophie. Quand un tel homme, dans un tribunal ou ailleurs, où que ce soit, est forcé de discuter de ce qui est à ses pieds ou devant ses yeux, il provoque le rire, non seulement chez les femmes thraces, mais dans tout autre public, car toute difficulté est un puits où il tombe du fait de son inexpérience. Son ignorance des formes à respecter est effrayante, elle lui donne l'air stupide. Il confond le tyran ou le roi dont on chante les louanges avec le berger qui garde les troupeaux. C'est d'ailleurs une espèce plus rétive et frondeuse que le bétail de ces derniers, estime-t-il, que gardent et traits rois et tyrans. Quand on célèbre les lignées chantant qu'un tel est de bonne race parce qu'il peut déclarer 7 ascendants riches, il tient cet éloge pour celui de gens à la vue tout à fait trouble et courte, incapable par manque d'éducation de porter constamment le regard sur le tout et de calculer que chacun a des dizaines de milliers d'ascendants et d'ancêtres qu'on peut dénombrer, et que dans ce nombre, des riches et des mendiants, des rois et des esclaves, barbares aussi bien que grecs, tout un chacun en a eu souvent par dizaines de milliers. Il rit de gens incapables de faire ce calcul, comme de délivrer de son enflure leur âme sans intelligence. Dans toutes ces situations, l'homme que je décris fait rire la foule à ses dépens. Car d'un côté, il a l'air arrogant, tandis que de l'autre, il ignore ce qui est à ses pieds et perd ses moyens en chaque occasion. Mais quand c'est lui, mon cher, qui tire quelqu'un vers le haut, et quand tel ou tel accède à sa demande de sortir du « quel tort est-ce que je te fais, ou toi à moi », pour en venir à l'examen de la justice elle-même et de l'injustice, ou de sortir de la question si le roi est heureux pour en venir à l'examen de la royauté, et du bonheur ou du malheur humain en général. Sur tous ces sujets-là, quand c'est celui qui est petit quant à l'âme, virulent, habitué des tribunaux, qui doit à son tour donner la réplique, à lui de payer la contrepartie. Suspendu à un point élevé, il a le vertige. Il est désemparé, il perd ses moyens, il articule des sons dépourvus de sens. Tout cela fait qu'il provoque le rire. Non pas chez les femmes thraces, ni chez aucun autre mal élevé, car ils ne s'en aperçoivent pas, mais chez tous ceux qu'on a fait croître de la façon contraire à des esclaves. Il me semble qu'il y a dans ce portrait la représentation d'une... disons que l'idée que la maîtrise des choses de ce monde est en réalité une domination servile, pour reprendre l'expression de Rousseau. Que ceux qui savent y faire sont des esclaves qui s'ignorent, alors que le philosophe, intransigeant, inapte aux choses de la vie courante, apparaît
comme la victime de ce monde, un peu à l'image de Socrate qui est condamné par ses juges, mais en définitive est beaucoup plus libre que... En somme, il y a l'irrédentisme de Socrate face à une société aliénée. C'est un peu comme si Socrate... C'est un peu la version platonicienne d'Antigone. Il y a quelque chose, je trouve, dans la figure de Socrate qui relève d'une intransigeance absolue à l'endroit de ce qui déplace les foules. Plutôt qu'une intransigeance absolue, je crois que ce qui est absolu, c'est l'appel de l'intelligible. Le personnage de Thalès paraît un petit peu nigaud. Il est vrai aussi que on peut, à bon compte, tirer de ce texte un certain portrait du philosophe, un certain portrait de l'homme sérieux, et qu'on peut tirer même à bon compte un portrait d'Épinal du philosophe. Et le portrait d'Épinal du philosophe, c'est justement le portrait du philosophe éthéré et distrait, mais à juste titre. Thalès aurait raison, après tout, de se jeter volontairement ou non au fond des puits. C'est un personnage touchant, et puis c'est un personnage tellement intelligent, etc., etc. C'est bien que Thalès soit au fond du puits. Il est bon que nous ayons des philosophes pour, au fond, amuser la galerie, faire un petit peu peur aussi à la galerie. Ces personnages un petit peu éthérés et qui parlent avec retenue ou hésitation, ou alors qui tout simplement ne savent pas parler dans un micro, ces personnages sont pour nous en quelque sorte rassurants, et nous rassurent d'ailleurs en même temps sur nos compétences mondaines. Telle est donc l'allure propre à chacun des deux. L'une est propre à qui a été nourri réellement dans la liberté et le loisir, celui donc que tu nommes aspirant au savoir, ou philosophe. Il n'y a pas à le blâmer pour son air de candeur, ni pour la nullité qui est la sienne à chaque fois qu'il tombe dans les fonctions que remplissent les esclaves. C'est l'allure de qui ne sait pas, par exemple, emballer sa literie, ni assaisonner un plat, ou des paroles flatteuses. L'allure opposée, c'est celle de qui est capable de remplir toutes les fonctions de ce genre avec adresse et rapidité, mais ne sait pas relever d'un geste libre son manteau sur l'épaule droite. Pas plus qu'il ne met ses paroles au bon diapason pour chanter comme il faut la vraie vie, celle des dieux et des hommes heureux. Socrate a beaucoup parlé, mais il n'a rien écrit. De ce point de vue, il est d'une cohérence totale, puisque selon lui, les textes sont des enfants mort-nés qui répondent la même chose à toutes les questions qu'on leur pose. Pour Socrate, quand on les écrit, les mots ne sont jamais la bonne parole. Le problème se corse avec Platon, l'écrivain, le greffier, contraint de livrer par écrit le détail d'une critique de l'écriture. Alors, comment trouver une écriture qui ne reste pas lettre morte ? Eh bien, en inventant le dialogue, c'est-à-dire en mêlant l'opinion et la raison, en faisant des adversaires et des acolytes à la fois. Ainsi, le Socrate de Platon est une pure parole vivante qui ne tient pas en place et se précipite vers la vérité. L'écrit, c'est bon pour les amnésiques. Pour lutter contre l'oubli, pour obtenir de l'autre qu'il se ressouvienne de ce qu'il sait sans le savoir, et qu'il accouche littéralement de lui-même, il faut dialoguer, dialoguer sans relâche. Pour obtenir en somme qu'un regard se tourne vers des réalités immuables, il faut obstinément employer des mots qui ne restent pas. À mon métier de faire les accouchements appartiennent toutes les autres choses qui appartiennent aux accoucheuses. Mais il en diffère par le fait d'accoucher des hommes et non des femmes, et par le fait de veiller sur leurs âmes en train d'enfanter mais non sur leur corps. Et, c'est cela le plus important dans notre métier, d'être capable d'éprouver par tous les moyens si la pensée du jeune homme donne naissance à de l'imaginaire, c'est-à-dire à du faux, ou au fruit d'une conception, c'est-à-dire à du vrai. Pourtant, j'ai au moins cet attribut qui est propre aux accoucheuses. Je suis impropre à la conception d'un savoir. Et ce que beaucoup m'ont déjà reproché, à savoir que je questionne les autres, mais que moi-même je ne réponds rien sur rien, parce qu'il n'y a en moi rien de savant. C'est un fait véritable qu'ils me reprochent. Et la cause de ce fait, la voici. Procéder aux accouchements, le Dieu m'y force.
Mais il me retient d'engendrer. Seul un discours cohérent peut donner confiance, peut donner une assurance, peut donner forme à la pensée. Or, visiblement, les interlocuteurs de Socrate ne parviennent pas par eux-mêmes à la cohérence, n'ont pas l'idée d'une progression et d'une cohérence. Et je pense que toute cohérence est contraignante. Et c'est bien par la contrainte, mais entendu ici au sens logique, que peut se constituer la réalité de la pensée. Il y a une nécessité logique, il y a une nécessité de la définition, une nécessité de construction, qui sont les conditions d'une présence à soi-même, même si cette présence ne se traduit pas par des résultats positifs. Mais enfin, c'est comme MacMahon qui dit « Vous voterez pour les candidats que je recommande à vos libres suffrages ». Socrate conduit ses interlocuteurs vers la conscience soit vers la saisie d'une vérité, soit vers la déconstruction d'une certitude. De deux choses l'une, soit il ébranle une certitude en place, comme il le fait dans le Ménon ou dans le Théétète, soit on a un autre Socrate, peut-être un peu plus didactique, qui non seulement ébranle une certitude en place, mais qui, je pense par exemple à la République, substitue à cette certitude une autre certitude. Est-ce qu'on n'est pas là en présence d'un homme qui, l'air de ne rien savoir, fait passer un savoir, ou plus exactement, met quelqu'un dans la situation de formuler quelque chose que son interlocuteur sournoisement voulait le voir formuler? C'est une interprétation très méchante de Platon. C'est vrai. Que celle qui consiste à dire que les interlocuteurs de Socrate sont simplement conciliants ou qu'ils sont subjugués par le charisme du personnage. J'ai plutôt le sentiment que l'assentiment, ce ne sont pas tel et tel et tel personnage qui le donnent, comme s'ils devaient renoncer eux-mêmes à leur dû, comme s'ils étaient aliénés à la parole de Socrate ou subjugués par sa réputation ou autre chose. J'ai plutôt l'impression que l'assentiment résulte purement et simplement de la parole elle-même. C'est-à-dire que dans ces dialogues, qui est le sujet? Est-ce que l'on a affaire à un sujet qui porte le nom de Socrate, opposé à un sujet qui porte le nom de Théétète, ou de Ménon, ou de Calliclès, ou de Protagoras, etc., etc. Est-ce que l'on a affaire, donc, à des sujets qui tiennent chacun sa position et dont l'un, plusieurs, doivent rendre les armes au vainqueur? Oui, si et seulement si, on appelle dialogue une forme civilisée de lutte. Oui, si l'on est dans la figure sophistique du dialogue, où ce qui importe, c'est précisément que l'un rende les armes et que l'autre les reçoive en récompense. Mais non, si on est, je crois, dans un contexte platonicien. Le sujet du dialogue, c'est-à-dire le sujet dialoguant, le sujet qui a raison, ce n'est pas Socrate. Ce n'est pas non plus, d'ailleurs, Ménon ou Théétète ou un autre. Le sujet, c'est l'être ensemble. Et l'être ensemble, c'est la parole elle-même et son développement normé, son développement argumentatif, démonstratif et rigoureux. Le fait est donc que je ne suis moi-même absolument pas quelqu'un de savant. Pas plus qu'il ne m'est survenu, né de mon âme, de découvertes qui répondent à ce qualificatif. Mais ceux qui se font mes partenaires, au début bien sûr, quelques-uns paraissent même tout à fait inintelligents, mais tous, quand nos rapports se prolongent, ceux-là auxquels il arrive que le Dieu le permette, c'est étonnant tout le fruit qu'ils donnent. Telle est l'impression qu'ils font à eux-mêmes et aux autres.
Et ceci est clair, ils n'ont jamais rien appris qui vienne de moi. Mais ils ont trouvé eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, une foule de belles choses, et en demeurent les possesseurs. De l'accouchement, oui, le Dieu est cause, et moi aussi. J'aurais presque envie de dire, Platon c'est Lacan, ça parle. Le sujet de ce dialogue qu'est le tête-à-tête, c'est l'âme qui pense la science. Pas Socrate qui veut avoir raison contre tête-à-tête, c'est-à-dire contre le vieux Protagoras, pas tête-à-tête qui voudrait bien avoir raison contre Socrate, d'ailleurs il ne veut pas avoir raison contre Socrate, comme par mais hasard. Dans d'autres situations, d'autres veulent avoir raison contre Socrate. Mais quand d'ailleurs l'un y tient absolument à avoir raison contre Socrate, alors il n'y a plus de dialogue. C'est par exemple Calliclès. Il veut avoir raison contre Socrate. Dans le Gorgias. Dans le Gorgias. Arrête donc Socrate avec des simagrées, avec la philosophie. C'est une activité de gamin. La philosophie, quand on est un homme sérieux, on va à l'assemblée du peuple et on prend le pouvoir. Voilà ce que c'est qu'être sérieux. Ce n'est pas une activité de lion. La philosophie, c'est une activité de lionceau et pourquoi pas de chaton. Bon, d'accord. Mais quand on en est là, c'est-à-dire que quand on en est à soit devoir rendre les armes, soit devoir être victorieux ou avoir du succès contre l'autre, il n'y a plus de dialogue. Ils ne s'entendent pas, Socrate et Calliclès. Est-ce que ça n'avère pas justement ce que je vous disais tout à l'heure? À savoir que la condition du dialogue, c'est l'assentiment de l'interlocuteur. Ce n'est pas l'assentiment de l'interlocuteur, c'est l'assentiment. La difficulté, c'est de savoir qui est le sujet de cet assentiment. Qui donne son assentiment? En l'occurrence, me semble-t-il, ce n'est pas Calliclès ou Polos dans le Gorgias, ou Théétète dans le dialogue qui nous préoccupe, ou tel autre personnage qui donne leur assentiment. L'assentiment, c'est la sunousia. L'assentiment, c'est l'être ensemble. C'est-à-dire que être ensemble, ça veut dire que les mots et des uns et des autres se rencontrent dans une identité. Maintenant, cela, mon très bon, je te l'ai exposé tout au long pour la raison suivante. Je te soupçonne, juste comme toi-même tu le crois, d'être dans les affres parce qu'en ton sein tu portes quelque chose. Livre-toi donc à moi comme au fils d'une accoucheuse qui, lui-même, fait des accouchements sa spécialité. Et à ce que je peux te demander, aie à cœur de répondre autant que tu en es capable. Et si donc, examinant quelqu'une des choses que tu aurais dites, j'en viens à la tenir pour imaginaire et non pour du vrai, qu'ensuite je la subtilise et la rejette, ne sois pas comme les femmes qui ont leur premier enfant, telle une bête sauvage autour de ses petits. Beaucoup déjà, en effet, admirables garçons, ont adopté vis-à-vis de moi une attitude telle qu'ils sont prêts tout simplement à mordre dès lors que je fais disparaître quelques-unes de leurs inconsistances. C'est qu'ils ne croient pas que je fais cela par bienveillance. Éloignés qu'ils sont de savoir qu'aucun Dieu n'est hostile aux hommes, et que moi non plus je ne joue nullement ce genre de rôle par malveillance, mais qu'il ne m'est d'aucune façon permis de concéder le faux et d'affaiblir l'éclat du vrai. C'est vrai que Socrate, la plupart du temps, des intentions, des arrière-pensées et des stratégies. Il est parfois contraint d'utiliser face à des adversaires qui n'ont pas fait choix de la philosophie des subterfuges sophistiques. Ça, c'est tout à fait exact. Il fait preuve d'ironie, comme chacun sait. Il fait preuve d'ironie, il en sait beaucoup plus qu'il ne le dit. Mais en même temps, il contraint les interlocuteurs à trouver des arguments, à trouver des parades, à proposer une autre forme de cohérence. Il embarque l'interlocuteur dans une direction dès le début de l'entretien, dès le début des questions. Il sait questionner. Savoir questionner, c'est pas simplement savoir poser des questions. C'est poser d'emblée un horizon dans lequel l'interlocuteur est pris et auquel il ne peut répondre que par le silence, comme Calliclès, ou comme la surdité, comme Gorgias. Mais la seule efficace de cette parole de Socrate, c'était justement de souligner l'importance de la cohérence. Il y a une éthique de la discussion, si l'on veut, c'est-à-dire une éthique de la discussion, c'est-à-dire
que Socrate donne l'exemple dans ses dialogues d'une forme de la pensée, sans que ce soit un formalisme. Les choses doivent être pensées, doivent être suivies, doivent être poursuivies, et au fond, peu importe de quoi on parle, d'une certaine façon. Peu importe de quoi on parle, peu importe si on aboutit, ce que l'on aura réalisé ensemble, l'un par l'autre, plus l'un que l'autre, je suis d'accord, c'est quelque chose qui aura une réalité, et qui sera plus importante en soi qu'un dogme, qu'une croyance, etc. Un être avec. Oui, un être ensemble. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait échange pour qu'il y ait dialogue. C'est-à-dire que le modèle de l'échange, c'est l'échange des biens. L'échange des biens, l'échange des choses et des paroles. Pour autant, il n'y a pas forcément dialogue, c'est-à-dire circulation d'un même logos dans la constitution d'un espace intelligible commun. Car il s'agit non seulement de constituer son âme dans la réalité, de donner une réalité à son âme, mais aussi peut-être aussi de constituer un espace intelligible commun à l'occasion d'une discussion. C'est ça, dialoguer. C'est être ensemble ailleurs. Je pense que tout ce qui donne forme à un être ensemble rationnel est quelque chose de positif. Et pour ça, il ne faut pas être naturellement dogmatique, mais en même temps, il faut savoir où l'on va. Comment savoir où on va sans être dogmatique? C'est difficile et en même temps, si être dogmatique, ça consiste à poser une vérité, si on la pose, on n'y va pas. Donc aller quelque part, c'est nécessairement admettre que cette vérité n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être, ou en tout cas n'a pas suffisamment d'existence pour soi ou pour l'autre. Donc aller à la vérité suppose qu'on ne soit pas dogmatique, et donc aller à la vérité, on y va mieux avec les autres, on y va mieux avec un autre, ailleurs, dans un espace commun. Et le seul espace commun, c'est un espace intelligible. Est-ce que vous pensez que Socrate apprend quelque chose de ses interlocuteurs? On pourrait penser effectivement que chaque interlocuteur, tout homme, c'est très démocratique, n'importe qui fait l'affaire. Il est l'occasion pour Socrate de donner corps à sa pensée et forme à son âme. Dans la 5e partie de l'Éthique, où Spinoza parle surtout d'amour et de liberté, le philosophe se moque de ces hommes qui tiennent la religion pour un fardeau nécessaire et croient dur comme fer qu'ils déposeront ce fardeau après la mort pour y recevoir le prix de leur servitude. Méfiance donc à l'endroit des humains qui se mortifient et de celui qui, spéculant sur l'éternité, fait le choix de mourir de son vivant. Le dénuement volontaire est souvent une imposture. Celui qui se prive, celui qui s'interdit, a nécessairement une idée derrière la tête et compte bien toucher dans l'au-delà les dividendes célestes de sa douleur. Qu'on ne s'y trompe pas. Si l'ascète n'avait ni l'espoir d'une récompense, ni la crainte d'un châtiment, on peut parier qu'il ferait n'importe quoi. Lorsque sont unis ensemble âme et corps, à l'un la nature prescrit d'être esclave et soumis à une autorité, à l'autre d'exercer l'autorité et d'avoir la maîtrise. Ce qui ressemble le plus à ce qui est divin, impérissable, intelligible, c'est l'âme. Ce qui ressemble le plus à ce qui est humain, mortel, non intelligible, c'est le corps. Puisque les choses sont ainsi, est-ce qu'il ne convient pas au corps de vite se dissoudre et à l'âme, en revanche, d'être totalement indissoluble, ou bien d'en être assez près? Car l'âme s'en va vers un lieu qui lui est analogue, noble, pur, immaculé, auprès du Dieu bon et sage, lieu auquel, si la divinité le veut bien, mon âme aussi devra tout à l'heure se rendre. Si c'est en état de pureté que l'âme s'est séparée du corps, n'entraînant avec elle rien de celui-ci, parce que, dans le cours de la vie, elle n'a de son plein gré nul commerce avec lui, mais qu'au contraire elle le fuit, en quoi faisant, elle ne fait rien d'autre que philosopher au sens droit du terme, à l'âme donc qui se comporte ainsi, il appartient d'être heureuse et soustraite à la divagation, à la déraison, aux amours sauvages et à la terreur. Et elle passe, comme on le dit des initiés, le reste de son temps dans la compagnie des dieux. Dans le Phédon, Platon décrit le passage
donc de la vie à la mort, en expliquant que si l'âme se conduit bien, elle voisinera post-mortem dans la compagnie des dieux, et si elle se conduit mal, elle va se vautrer alentour des cimetières, des tombes, des stèles, à la façon des feux follets. Bref, qu'en somme, il vaut mieux bien se conduire pour voisiner post-mortem dans la compagnie des dieux. Est-ce que ce texte-là ne vous semble pas construire un système où finalement la vertu, le bon comportement, repose sur l'espoir d'une récompense? Ce qui me conduit à l'ultime question de la chose, c'est qu'est-ce que c'est que cette vertu qui a besoin d'une récompense pour bien se conduire? Que je sache, la vertu devrait être à elle-même sa propre récompense. D'abord, Socrate ne dit pas que tous les hommes ont une âme. D'une certaine façon, l'âme se constitue par la philosophie. C'est-à-dire que Socrate est mortel comme tous les hommes, mais Socrate répond, tous les hommes n'ont pas, parce qu'ils ne philosophent pas, l'occasion, naturellement, d'éprouver l'assurance d'être immortel et le sort que peut connaître l'âme qui s'est constituée par la pensée. Excusez-moi, il dit de celui qui ne philosophe pas mais qui se conduit bien, qu'il se réincarnera en abeille, guêpe ou fourmi. Oui. C'est une image qui signifie tout simplement que les hommes ne sont pas égaux devant la mort. D'une certaine façon, il n'y a pas de condition humaine. D'ailleurs, dans le texte, Socrate définit l'homme comme étant l'union d'une âme et d'un corps, l'homme étant cette liaison accidentelle, cette liaison malheureuse entre l'âme et le corps. Mais chaque âme, chaque individu, parce qu'il a une âme, est responsable de ce qui adviendra à cette âme. C'est-à-dire que ce qui permet la singularisation de l'âme, c'est précisément le fait qu'étant liée à un corps, elle s'identifie soit au corps, soit à elle-même. Et ce qui n'est pas du tout rassurant pour ceux qui désirent, au fond, qu'on leur garantisse une immortalité, puisque Socrate le dit, peut-être que l'âme est immortelle, mais alors si l'âme est immortelle, on peut craindre l'immortalité pour justement qu'elle soit le lieu d'un châtiment. Le châtiment de l'âme du méchant, c'est simplement d'effectuer la déliaison après la mort de l'âme du corps, puisque celui qui s'est identifié à son âme devra de toute façon devenir une âme. C'est-à-dire que le châtiment fait à l'âme du non vertueux ce que le philosophe fait de manière volontaire de son vivant. Mais donc il y a chez Platon une idée du châtiment et de la récompense. Est-ce qu'on peut considérer avec Nietzsche que Platon est le premier des chrétiens? C'est une présentation... Scolaire n'est pas le mot. C'est un enfantillage, cette présentation. Voilà. Il y a deux choses. La première, Platon est-il le premier chrétien? Réponse. Plusieurs réponses. Premièrement, je ne sais pas. Deuxièmement, j'en doute beaucoup. Troisièmement, je m'en fous. Maintenant, il y a l'autre question. Est-ce qu'il faut interpréter la théorie socrato-platonicienne de la vertu comme une théorie rétributive de la vertu? Je crois honnêtement que ça n'est pas du tout le cas. Mais si c'est souillé, sans s'être purifié, que l'âme se sépare de son corps, alors parce qu'elle a été ensorcelée par lui, ses convoitises et ses plaisirs, au point de ne rien tenir d'autre pour vrai, sinon ce que l'on peut toucher et voir, ce qu'on boit et mange, ou qui sert à l'amour, parce qu'elle s'est accoutumée à haïr, à craindre et à fuir ce que saisit le philosophe, parce qu'elle n'est pas sans mélange, alors l'âme, alourdie, se vautre alentour des monuments funéraires et des tombes, alentour desquelles justement se voient je ne sais quels fantômes simulacres, comme seuls peuvent en fournir les âmes impures. Et elle ne cesse d'errer jusqu'au jour où, de nouveau, elles viennent s'enchaîner dans un corps dont les mœurs sont analogues à celles qu'ils ont pratiquées leur vie durant. Le glouton devient un âne, le voleur devient un loup ou un faucon, et l'homme qui, sans philosophie mais avec tempérance, s'est adonné à la justice, passera dans une espèce animale dont les mœurs sont sociales et polissées. Abeille, je pense, ou guêpe, ou fourmi. Mais en tout cas, le retour à la nature des dieux est interdit à qui n'a pas pratiqué la philosophie et n'est permis qu'à l'ami du savoir. Voilà pour quel motif ceux qui philosophent au sens droit du terme s'abstiennent, sans exception, de tous les désirs qui se rapportent au corps. Il ne me semble pas que Socrate dise
sois déjà bon ici et tu seras d'autant plus heureux là-bas. Il me semble plutôt qu'il dit « Sois bon ici autant que tu peux et tu seras d'autant plus heureux là-bas. » Alors il est vrai qu'on peut faire dire au texte, même que Platon est chrétien, mais je crois que ça n'a aucun intérêt ni aucun sens à le faire. Mais alors, sans faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, faisons dire au texte ce qu'il dit littéralement. Très bien. Le retour à la nature des dieux est interdit à qui n'a pas pratiqué la philosophie et n'est permis qu'à l'ami du savoir. Il n'est permis qu'à l'ami du savoir. Il n'est permis qu'à l'ami du savoir. Autrement dit, soyez l'ami du savoir au sens où nous l'entendons, et vous aurez, post-mortem, gagné le retour à la nature des dieux, non ? Et non pas afin de... C'est-à-dire que est permis, est interdit, alors je ne sais pas bien ce que ça traduit du grec, mais j'ai quand même vaguement le sentiment que ce n'est pas en termes rétributifs qu'on réfléchit ici, mais que c'est un petit peu comme dans la construction d'un problème. Construis correctement ta démonstration et tu auras une conclusion pertinente qui fera suite à cette construction. Je crois qu'on est plutôt là que dans l'idée épargne ta vie, tu bénéficieras de bienfaits divins dans l'au-delà. La récompense est simplement de devenir ce que l'on est. Simplement, le philosophe met moins de temps à devenir ce qu'il est que le non-philosophe, ou même celui qui pratique de manière partielle la philosophie, ou même celui qui agit contre la loi ou contre le bien. Oui, mais le brigand pornophile qui, après la mort, se retrouve donc, comme il se doit, une âme alourdie, appesantie par les reliques du corps dont elle n'a jamais appris à se séparer, et qui donc hante les cimetières, etc., celui-là, il devient également ce qu'il est. Donc finalement, tout le monde devient ce qu'il est. En quoi le fait de devenir ce qu'on est serait-il le privilège du philosophe ? Si le brigand devient un feu follet lugubre, alors que le philosophe voisine dans la compagnie des dieux, bon, le philosophe devient le voisin des dieux et le brigand devient le feu follet. Finalement, on ne sort pas de ce schéma, non ? On ne sort pas de ce schéma, on devient ce qu'on est, et la mort n'est que l'occasion, finalement, de révéler la vérité de l'âme. Ce qui est une manière de dire aussi que l'âme a la nature qu'elle se donne. Mais est-ce qu'on peut parler de jugement dernier à ce moment-là ? Il y a une toute petite phrase de Socrate qui dit que l'âme arrive, lorsque l'âme se sépare du corps, après donc cet événement, entre guillemets, elle apporte avec elle sa culture et ses goûts. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois qu'on peut penser l'idée d'une âme singulière, d'une âme qui est l'œuvre du philosophe. C'est-à-dire qu'au fond, ce que j'ai fait de mon âme, c'est ça que j'apporte. Alors qu'il existe ou pas un tribunal, qu'il existe ou pas un châtiment, une récompense, le message de Socrate, aujourd'hui, c'est tout simplement, en termes contemporains, c'est celui qui consiste à dire que nous ne sommes que ce que nous avons fait de nous-mêmes. Ce nous-mêmes, c'est une âme, et il vaut mieux faire quelque chose de son âme que de vivre dans le vertige. Car au fond, par-delà la représentation qu'on peut se faire de ce qui se passe après la mort, ce dont nous parle Socrate, c'est de deux modes de vie, qu'il y ait une vie ou pas après la mort, celle du vertige, c'est-à-dire de l'évanescence, de l'éphémère, de la succession, de l'errance, lorsque l'âme devient corporelle, lorsqu'elle se donne la forme d'un corps. Et c'est une vie qui n'a pas de point d'ancrage, il n'y a pas de culture de soi dans une vie qui pose que la seule réalité, c'est la réalité perçue, qui pose que le seul sentiment, c'est l'agréable, qui pose que le seul temps, c'est le présent. Donc l'alternative, c'est d'un côté le vertige, c'est-à-dire l'impossibilité d'être soi, et de l'autre, effectivement, une certaine stabilité, une certaine culture, une certaine construction de soi-même, constitution de soi-même par la pensée. Et bien sûr, nous ne pouvons pas accepter de prendre au pied de la lettre les représentations
de l'âme après la mort, du jugement dernier. Elles ne sont pas d'ailleurs si terrifiantes que ça, puisque à part certains criminels qui ont commis des actes qui ne sont pas pardonnables par leurs victimes et qui disparaissent définitivement dans le Tartare, toutes les autres âmes finalement sont rendues à des incarnations qui seront pour elles autant d'occasions de devenir de leur vivant, on pourrait dire, des âmes qu'elles sont. L'âme, c'est l'idée du philosophe. C'est la façon qu'il a de penser, l'expérience qu'il fait de sa pensée. Et dans le sérieux de cette conduite, il va jusqu'à espérer, pas par un raisonnement, pas par une croyance, une représentation, que cette expérience qu'il fait aura une suite. Et toute la fantaisie ensuite du rapport au mythe, des traditions, n'est pas à prendre vraiment, véritablement au sérieux, il me semble. Ce n'est pas du fait de l'anticipation d'une bonne vie éternelle que l'on en vient à définir les principes mondains de la conduite mondaine. Mais c'est au contraire d'une détermination de ces principes mondains, ce que doit être ma conduite, que l'on déduit l'état de l'âme future. À ces mots, Criton fit signe à son esclave qui se tenait près de lui. L'esclave sortit et, après être resté un bon moment, rentra avec celui qui devait donner le poison qu'il portait tout broyé dans une coupe. En voyant cet homme, Socrate dit « Eh bien, mon brave, comme tu es au courant de ces choses, dis-moi ce que j'ai à faire. » « Pas autre chose, répondit-il, que de te promener quand tu auras bu jusqu'à ce que tu sentes tes jambes s'alourdir. Et alors de te coucher. Le poison agira ainsi de lui-même. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit avec une sérénité parfaite, sans trembler, sans changer de couleur ni de visage. Mais, regardant l'homme en dessous de ce regard de taureau qui lui était habituel, « Que dirais-tu, demanda-t-il, si je versais un peu de ce breuvage en libation à quelque dieu? Est-ce permis ou non? » « Nous n'en broyons, Socrate, dit l'homme, que juste ce qu'il en faut boire. »« J'entends, dit-il, mais on peut du moins et l'on doit même prier les dieux pour qu'ils favorisent le passage de ce monde à l'autre. C'est ce que je leur demande moi-même, et puissent-ils m'exaucer. » Tout en disant cela, il portait la coupe à ses lèvres, et il la vida jusqu'à la dernière goutte avec une aisance et un calme parfait. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes. Mais, en le voyant boire, et quand il eut bu, nous n'en fûmes plus maîtres. Moi-même, j'eus beau me contraindre, mes larmes s'échappèrent à flots. Alors je me voilai la tête et je pleurais sur moi-même, car ce n'était pas son malheur, mais le mien que je déplorais, en songeant de quel ami j'étais privé. Avant moi, déjà, Criton n'avait pu retenir ses larmes et il s'était levé de sa place. Pour Apollodore, qui déjà auparavant n'avait pas un instant cessé de pleurer, il se mit alors à hurler et ses pleurs et ses plaintes fendirent le cœur à tous les assistants, excepté Socrate lui-même. « Que faites-vous là » s'écria-t-il, étranges amis. « Si j'ai renvoyé les femmes, c'était surtout pour éviter ces lamentations déplacées, car j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mourir sur des paroles de bon augure. Soyez donc calme et ferme. » En entendant ces reproches, nous rougîmes et nous retînmes de pleurer. Quant à lui, après avoir marché, il dit que ses jambes s'alourdissaient, et il se coucha sur le dos, comme l'homme le lui avait recommandé. Celui qui lui avait donné le poison, le tâtant de la main, examinait de temps à autre ses pieds et ses jambes. Ensuite, lui ayant fortement pincé le pied, il lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate répondit que non. Il lui pinça ensuite le bas des jambes, et, portant les mains plus haut, il nous faisait voir ainsi que le corps se glaçait et se raidissait. Et, le touchant encore, il déclara que, quand le froid aurait gagné le cœur, Socrate s'en irait. Déjà, la région du bas-ventre était à peu près refroidie
Lorsque, levant son voile, car il s'était voilé la tête, Socrate dit, et ce fut sa dernière parole, « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez-le, ne l'oubliez pas. » « Oui, ce sera fait, dit Criton. Mais vois si tu as quelque autre chose à nous dire. » À cette question, il ne répondit plus. Mais quelques instants après, il eut un sursaut. L'homme le découvrit. Il avait les yeux fixes. En voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Telle fut la fin de notre ami. D'un homme qui, nous pouvons le dire, fut parmi les hommes de ce temps que nous avons connu le meilleur et aussi le plus sage et le plus juste. Les dernières paroles de Socrate, au moment de mourir, sont... il s'adresse à Criton et il dit « Songe à faire porter un coq au dieu des médecins ». Comment interpréter donc que son dernier acte de vie terrestre soit un cadeau, une offrande au dieu des médecins? Justement, c'est pour éviter qu'il y ait un dernier acte. Je pense que terminer sur une boutade, après avoir justement achevé son parcours philosophique, c'est une façon de ne pas donner à la mort le dernier mot, en proposant justement un dernier mot qui n'est pas théâtral, qui n'est pas chargé de sens, qui est insignifiant. Je crois que c'est la raison même de la réponse de Socrate. Et je pense qu'on peut aussi l'interpréter, mais évidemment, puisque Socrate, lorsqu'il fait des jeux de mots, se réfère toujours à une tradition. Mais là, je pense que la tradition est là, justement, pour en extériorité par rapport au discours philosophique. Le coq est connu pour avoir, tout le monde le sait, des vertus conjuratoires, apotropaïques, c'est-à-dire d'aider l'âme, après la mort, à gagner son lieu. Et par ailleurs, Esculape, Asclépios, c'est le dieu qui aurait guéri, dit-on, l'homme de l'immortalité. Or, précisément, guérir de l'immortalité, c'est se moquer du dernier mot. Et c'est proposer en fin de discussion avec ses disciples un mot qui n'est plus sujet à interprétation. Le testament de Socrate, il n'arrête pas de le dire, c'est de surtout faites son legs et son testament, faites ce que je fais. Et je me contente moi de faire ce que je dis. Et donc faites ce que je vous dis de faire. Donc il y a comme une déception du lecteur lorsqu'il est attentif au dernier mot de Socrate. Je crois justement que c'est une manière de déjouer, de la part de Platon, de déjouer cette attente. Et d'ailleurs, il faut remarquer aussi que Platon dit de lui-même dans le texte qu'il n'est pas venu. Il n'était pas présent à la mort de Socrate. Il est assez paradoxal que l'auteur d'un texte se désigne lui-même comme étant peut-être malade le jour où Socrate est atteint son dernier jour. Et alors il y a beaucoup de spécialistes qui s'interrogent sur cette absence de Platon. Pourquoi est-ce que Platon était absent? Et qui prennent d'ailleurs très naïvement au pied de la lettre l'explication que Platon donne lui-même de sa propre absence en disant Platon était malade, c'est vrai. Seulement dans le texte, Platon dit de lui-même, Platon était malade, je crois. Or, si on y réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'il n'y avait pas de place pour Platon. Platon n'est pas un disciple comme les autres, c'est le philosophe. Et ceux qui sont autour de Platon ne sont justement pas des philosophes. Est-ce que vous voulez dire que Platon n'aurait pas pleuré en voyant Socrate avaler la ciguë? Bien sûr que non. S'il est philosophe, il ne pleure pas. Vous dites, c'est aussi une façon de ne pas laisser à la mort le dernier mot. Mais est-ce que c'est pas tout simplement une façon de conjurer la mort elle-même? Puisqu'après tout, quand on fait une offrande au dieu des médecins, c'est qu'on s'apprête à guérir ou qu'on est guéri. Est-ce que ça ne signifie pas tout simplement que mourir, c'est une façon de guérir d'une maladie incurable jusqu'à la mort qui est la vie? C'est Desproges, Pierre Desproges, qui quand il va chez son médecin, s'entend dire qu'il est extrêmement malade, que ses cheveux vont blanchir, que des rides vont se creuser sur son visage, que son corps va s'affaiblir et que pour finir, il va mourir et se décomposer. Et quand il lui demande ce que c'est cette maladie, le médecin lui répond vous êtes tout simplement vivant. Est-ce que ça n'est pas une façon, donc pour Platon ici, de présenter la vie comme une maladie dont la mort serait la guérison? Moi, je pense que cette interprétation nietzschéenne est un petit peu restrictive. La vie n'est pas une maladie, elle est simplement l'occasion pour le philosophe de devenir une âme, tout simplement. D'autre part,
l'immortalité n'est pas vraiment l'objet du Phédon, n'est pas vraiment ce qui doit être démontré. Ce qui doit être démontré, c'est essentiellement que l'âme, on ne peut pas penser l'âme parce que l'âme c'est la pensée. Et quiconque pense ne se pose pas la question de la mort et de l'immortalité dans les mêmes termes que ceux qui en restent encore à une représentation archaïque, traditionnelle de l'âme. L'âme n'est pas une chose dont on peut parler, l'âme n'est pas identifiable à une réalité, elle est ce que devient notre pensée lorsque nous pensons. Et Socrate, dans le Phédon, n'arrête pas de renvoyer les disciples à eux-mêmes. Il leur dit, lorsqu'il lui demande où allons-nous trouver un exorciste qui va nous libérer de la crainte de mourir, qu'allons-nous devenir après ton départ, il leur répond systématiquement, le meilleur exorciste c'est vous-même, et surtout si vous voulez me faire plaisir, si vous pensez vraiment à moi, si vous m'aimez, pensez à vous, faites ce que je fais. Dans le Phédon, on a affaire à la dernière maïotique de Socrate, mais cette fois-ci c'est de lui-même qui l'accouche et de son âme. Et à la fin du texte, ça c'est l'effet mise en scène réalisé par l'écriture de Platon, la façon dont Socrate meurt, effectivement, après avoir bu la ciguë, on a vraiment l'impression que l'âme cède la place progressivement, parallèlement au progrès de la ciguë qui affecte par insensibilité le corps de bas en haut. Or, médicalement, c'est l'inverse qui est le vrai. La réalité médicale de la ciguë impose plutôt comme symptôme un délire. C'est la tête qui est d'abord atteinte en premier. On voit dans le Phédon tout à l'inverse, le philosophe qui meurt en philosophe, c'est-à-dire que Socrate se promène sur les conseils du donneur de poison et que lorsqu'il ne sent plus ses jambes, il s'allonge. Alors il s'allonge dans un premier temps, on lui touche les cuisses, il ne sent plus rien, on lui touche le ventre, il ne sent plus rien. Et puis, dans un soubresaut, sans convulsion, et après avoir parlé, on ne sait pas, quelque chose se passe. Ce soubresaut n'est pas du tout une agonie, correspond probablement dans l'écriture platonicienne à l'idée que l'âme cède la place et donc est libérée du corps, comme si effectivement la mort était une délivrance, une maïotique, c'est l'accouchement de l'âme, c'est-à-dire son départ et non pas sa destruction. Et alors pourquoi est-ce que le Phédon se termine sur la tristesse de ses disciples ? La tristesse des disciples, qui est d'ailleurs assez nuancée, certains se déchirent, s'arrachent les cheveux, d'autres pleurent, d'autres se retiennent de pleurer, d'autres ont honte de pleurer ou d'avoir pleuré. Enfin, il y a toute une gamme d'expressions des émotions des disciples. Mais cette tristesse est nécessairement, elle est ambiguë, parce que au début du texte, ce qui est demandé à Socrate, de manière un peu perverse finalement, c'est mais écoute, rends-nous compte de ta sérénité devant la mort. Comment se fait-il que tu acceptes de nous laisser? Comment se fait-il que tu te ressentes aussi bien de partir? Donne-nous les raisons de ta sérénité. Et qu'allons-nous devenir? Tu nous laisses orphelins. Donc les disciples pleurent la mort de Socrate comme la mort d'un père. C'est-à-dire qu'au fond, ils se sentent abandonnés parce que, et d'ailleurs c'est Ékécrate qui le dit à un moment donné, Socrate est celui qui rend lumineux, c'est celui qui fait comprendre, même le moins intelligent des hommes est soudain capable de comprendre, et soudain capable de se rapporter par sa propre pensée à ce que lui révèle la parole de Socrate. Donc ce qui est perdu avec Socrate, c'est l'occasion exemplaire d'être soi-même. Quand ils sentent approcher l'heure de leur mort, les cygnes chantent ce jour-là plus souvent et plus mélodieusement qu'ils ne l'ont jamais fait, parce qu'ils sont joyeux de s'en aller chez le Dieu dont ils sont les serviteurs. Mais les hommes, par suite de leur crainte de la mort, vont jusqu'à calomnier les cygnes et disent qu'ils déplorent leur trépas par un chant de tristesse. Mais moi, je pense au contraire qu'étant les oiseaux d'Apollon, ils sont devins, et que c'est parce qu'ils prévoient les biens dont on jouit dans l'Hadès, qu'ils chantent et se réjouissent ce jour-là plus qu'ils ne l'ont jamais fait pendant leur vie. Or, je me persuade que je suis moi-même attaché au même service que les cygnes, que je suis consacré au même Dieu, que je tiens de notre Maître un don prophétique qui ne le cède pas au leur, et que je ne suis pas plus chagrin qu'eux de quitter la vie.
Voilà, c'est donc au cas Socrate que Commentaire s'est intéressé aujourd'hui. Je remercie d'abord Martine Lucchesi et Paul Mathias pour ce dialogue, Georges Claes et Florence Darel pour la lecture des textes, Brigitte Bouvier pour la réalisation, Simone Ronget pour le mixage et Michel Mestre pour la prise de son. Ceux d'entre vous qui veulent réécouter l'émission peuvent le faire sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com, mais je vous engage surtout à lire ou à relire les dialogues magnifiques que sont le Thé et Tête et le Phédon. Dans 15 jours, Commentaire se penchera sur Rousseau et le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, autrement appelé Second Discours, dans lequel vous entendrez la parole d'un homme aussi fou que lucide et qui était à la fois le symbole et l'adversaire de la philosophie des Lumières. Tout de suite, Christine Goemé. La philosophie autrement. Nous allons ce matin parler avec vous de la réception de Hegel en France. Alors Philippe Sabot, bonjour, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de Lille. Vous travaillez entre autres sur les rapports entre philosophie et littérature. Nous sommes donc ce matin au cœur du sujet puisque ce sont d'abord et avant tout les écrivains qui se sont emparés de la pensée de Hegel. Oui, alors effectivement, disons qu'il y a... à propos de Hegel, une particularité sur laquelle on peut peut-être insister pour commencer, qui est que la pensée de Hegel en France a été saisie par les écrivains, par les poètes, particulièrement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle.